Avant que la vidéo démarre, n'oublie pas, si tu aimes mes vidéos, pense à laisser un pouce bleu et un commentaire. Un petit geste simple qui permettra à cette chaîne d'être davantage visible sur YouTube. Merci d'avance et bonne vidéo. Bonjour à vous les passionnés d'histoire, c'est Okam, et cette fois-ci nous allons nous attaquer à un sujet que je vous promets déjà depuis pas mal de temps, à savoir celui de l'amour et de la sexualité chez les primaires. Pour attaquer directement dans le cœur du sujet, et afin de bien comprendre le reste, il faut savoir que pour les primaires, le sexe n'était pas considéré comme une activité taboue. Enfin, en tout cas, ce n'était pas considéré comme quelque chose à pratiquer spécifiquement dans l'intimité. Il s'agissait pour eux d'une occupation qui remplissait un besoin vital, et qui était similaire à celui de manger ou de boire. J'en profite d'ailleurs pour vous indiquer les besoins primaires tels qu'ils étaient définis par les primaires, à savoir manger, boire, se reposer, être protégé, apprendre, prier et jouir. Ils étaient nommés les Septementum, ou 7 fondamentaux. Comme nous verrons plus en détail lorsque nous parlerons d'économie, mais comme nous l'avons déjà un peu vu avec la famille, la logique du groupe et de la société permettait à tous de bénéficier de ce dont ils avaient besoin. De ce fait, en plus de la nourriture, boisson, protection, éducation ou formation et habitation, la société dans laquelle ils évoluaient devait faire en sorte de fournir aux nécessiteux de quoi satisfaire leurs besoins de jouissance. Alors, je ne parle en aucun cas ici de prostitution, déjà parce que leur modèle économique n'était pas axé sur ce genre de logique, mais même dans tous les cas, je parle plutôt sur une notion d'entraide. Pour faire un parallèle, ce serait un peu comme si quelqu'un d'affamé vous demandait de lui donner un morceau de pain. Chez les primaires, leur sexualité était plus ou moins perçue de la même façon. Je précise qu'il est important de ne pas confondre amour et sexualité quand on aborde ce sujet. Les primaires pouvaient jouir avec n'importe qui car le sexe n'était pas reconnu comme un acte d'amour, si je puis dire, et n'était en rien exclusif. L'amour était plus vu par le biais des attentions que l'on a envers la ou les personnes concernées. C'était d'ailleurs pour cela qu'il y avait deux dieux parfaitement distincts, bien qu'ils se complètent l'un l'autre, Voluxio la déesse du sexe et Elegiamali le dieu de l'amour. Tiens oui aussi, j'ai plusieurs fois évoqué le terme de jouir, et c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y avait une grosse différence entre la jouissance et la reproduction. Alors que la jouissance était un droit inaliénable pour tous, la reproduction, elle, était totalement laissée à la décision de la femme concernée en cas de sexe avec un homme. Oui, car en cas de grossesse, cela allait forcément l'impacter pendant une bonne année. Ainsi, et comme il n'y avait pas de contraception, une femme pouvait réclamer de ne pas être pénétrée au niveau du vagin par un homme, afin d'éviter toute reproduction involontaire. Les chercheurs pensent que c'est certainement l'osmose entre nécessité de jouir et évitement de la reproduction qui a fait aussi rapidement évoluer les techniques et pratiques sexuelles primariennes. Une chose est sûre, c'est que chez eux, savoir faire jouir quelqu'un était du même niveau que, pour nous, savoir bien faire la cuisine. Pénétration vaginale, anale, masturbation, fellation, orgasme prostatique, etc. Et encore, je ne parle là que de l'acte lui-même, et non de l'heure préliminaire. Si vous voulez plus de détails, et enrobé d'un peu d'humour, vous pouvez aller voir du côté de la bande dessinée Prima Sex. C'est une bande dessinée plutôt amusante qui, bon, même si elle n'est pas toujours extrêmement précise, est assez différente vis-à-vis des découvertes et permet de voir plus de détails sur leurs pratiques. Même si je ne peux pas m'empêcher d'y voir un regard contemporain sur ce qui pourrait être attirant. Mais bon. Pour revenir sur la notion de droit à la jouissance, il y avait une phrase particulière en rapport avec ça qui était « Concedo voluptas », que l'on pourrait traduire par « M'accorderiez-vous la jouissance ?» Cela pouvait être dit à l'attention de n'importe qui, un peu comme de nos jours on viendrait dire « Auriez-vous un euro à me dépanner ?» La personne pouvait accéder à sa requête, ou bien refuser en indiquant généralement de la manière suivante « Voluptas in peirita », ce qui signifie globalement « Je suis dans l'incapacité de vous donner la jouissance ». Par rapport à cette dernière, je tiens à préciser que ce n'est pas parce que la sexualité n'était pas taboue chez les primaires qu'ils ignoraient pour autant la notion d'attirance, bien au contraire. Il était considéré comme primordial de faire l'amour, enfin de jouir, avec quelqu'un que l'on trouvait attirant, justement parce que cela permettrait de plus facilement le ou la faire jouir. Ainsi, la réponse négative que je vous ai dite pouvait indiquer soit que l'on n'était pas en mesure de faire jouir la personne pour des raisons physiques,
fatigue, maladie, etc. ou pour des raisons d'attirance qui manquaient. Et si vraiment c'était nécessaire, à la place, la personne pouvait répondre voluptas imperita non sibi concilio, qui signifie je suis dans la capacité de vous donner la jouissance car vous ne m'attirez pas. Ce qui était un peu plus brutal, mais avait le mérite de faire comprendre qu'à l'avenir, il valait mieux s'adresser à quelqu'un d'autre. Cependant, et dans tous les cas, vous noterez que ce rejet reste rattaché à la notion de partage chez les primaires. On ne le repousse pas parce qu'on ne le trouve pas attirant, on le repousse parce qu'à cause du manque d'attirance, on ne sera jamais en mesure de lui apporter la jouissance. Et là est toute la nuance. Comme il fallait s'en douter, le terme de concedo voluptas a eu un impact assez important sur internet, et on a eu droit à plusieurs mèmes sur le sujet. Malheureusement, et ce qui me désole un peu, c'est que cela a également créé des pics de harcèlement de rue à l'encontre des femmes, en les accablant de concedo voluptas à tout va. Alors, un conseil si cela vous arrive, juste riez-lui au nez en lui disant qu'avec leur tête, vous ne risquez pas d'y arriver. Cela devrait les calmer. Alors, pour revenir sur cette notion de sexualité, vous vous doutez que du fait de son ouverture, le rapport à la liberté, au corps et à l'orgasme était totalement différent. En effet, les primaires étaient un peuple très tactile, ce qui était renforcé par le fait que leur société encourageait les échanges, le partage et donc la confiance entre les personnes. Par défaut, un inconnu était vu en ami, et un contact physique était considéré comme un acte de rapprochement. Il fallait que ce dernier soit réellement brutal pour qu'il soit perçu comme invasif ou agressif. Le rapport à la nudité, lui, en revanche, variait fortement suivant la géographie. En effet, les régions froides ou tempérées, qui nécessitaient aux habitants d'être couverts, ont fait évoluer la vision des peuples sur leur perception de la nudité, pour l'associer à la vulnérabilité. Dans les régions chaudes, la nudité était presque un état de fait. Je vous rappelle le principe de la mise à nu des batailles prises au pied de la lettre dans ces régions. Mais ce n'était pas du tout le cas dans les régions froides. Ce n'est pas pour autant que le sexe était perçu différemment. Il y avait juste une grosse différence entre jouir habillé ou nu. Pour prendre à nouveau un certain parallèle, pour les habitants de la pointe boréale, faire l'amour nu, c'était vu à peu près de la même façon que pour nous faire l'amour en étant attaché. C'était donc une forme d'agrément potentiel à leur sexualité qui pouvait se rapprocher du fétichisme. Le professeur McCullough en parle d'ailleurs dans son livre sur la sexualité de la pointe boréale. Je cite: « À partir de moins 5000 avant Jésus-Christ, l'élevage de tortons connaît une croissance exponentielle. Les couches de graisse et les poils sont progressivement remplacées par les strates de vêtements. Par effet d'inversion, on constate la progression croissante des cris définissant la partie dévoilée d'un corps comme étendard d'une sexualité tendancieuse. » Voilà, et on le retrouve d'ailleurs dans une de leurs chansons paillardes. Car oui, une sexualité débridée ne veut pas pour autant dire qu'on ne la célèbre pas par des chansons. Le dévêtu de Frigilminix était l'une des plus célèbres dans la pointe boréale. Et si vous vous posez la question, en effet le texte est mis au masculin, simplement car la chanson ne donne pas de détails assez précis pour connaître le sexe de la personne. Je vous laisse donc vous imaginer ce que vous voulez à ce sujet. Bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais l'homosexualité était quelque chose de parfaitement commun. À tel point qu'ils n'avaient pas de terme pour parler d'homo et d'hétérosexualité. Alors qu'ils avaient un terme, plutôt négatif soit dit en passant, pour parler d'une reproduction entre deux personnes d'un même genre. Et sinon, la plupart du temps, on parlait plutôt d'affinité pour un certain genre, ou une certaine étiquette. De la même façon, le rapport à la sexualité enfantine et la consanguinité n'était pas la même. Il n'était pas rare que les mères ou les nourrices qui s'occupaient d'un enfant de moins de 3 ans le masturbent afin de lui apprendre les notions de plaisir. D'autre part, dans les foyers, les éducateurs enseignaient la jouissance aux enfants. La plupart des écrits à ce sujet font état d'exercices que les enfants pratiquaient entre eux, se faisant jusqu'à leur puberté, où on considérait à ce moment-là qu'ils étaient autonomes. Et sur ces derniers points, c'est amusant et en même temps guère étonnant de voir à quel point les médias, et notamment les médias français, ont du mal à évoquer le sexe tel qu'il était perçu par les primaires sans instiller de tabous occidentaux. Ce qui devient encore plus évident quand il s'agit de cette notion de sexualité enfantine, avec des journalistes comme Elisabeth Lévy qui est allée jusqu'à qualifier Primae de civilisation pédophile. Sans compter les négationnistes incultes qui ont profité de l'indignation de quelques chaînes de télévision pour ouvrir un débat stérile sur la soi-disant partialité des historiens, comme on peut le voir dans ce torchon. Bref. D'ailleurs, pour répondre à certaines des accusations idiotes de Madame de La Rochelle, non, ce n'est pas parce que leur sexualité était ouverte et partagée que le viol était monnaie courante, bien au contraire. Il s'agissait d'un crime qui était considéré à peu près au même niveau que blesser intentionnellement quelqu'un. Alors, je remarque que j'ai beaucoup parlé de la sexualité et finalement très peu de l'amour. La raison est qu'une grande partie des points concernant l'amour est liée à la famille dont nous avons déjà parlé.
Dans tous les cas, et d'une manière générale, l'amour primaréen est plus une notion d'entente entre personnes et pouvait aller de l'amour passionnel à une simple amitié. Pour donner quelques détails supplémentaires, je peux vous parler de Elegiamali, le dieu de l'amour, et ses 4 cultes qui s'avèrent être l'unicité, la dualité, le groupe et le tout. En fait, chacun de ces cultes présente une manière différente d'aimer suivant le nombre de personnes concernées. Mis à part l'unicité qui se base sur l'amour que l'on pourrait porter à soi-même, sur la considération de notre propre importance, etc. La dualité concerne l'amour d'une autre personne, le groupe, l'amour d'un ensemble de personnes, et le tout, l'amour inconditionnel porté à l'ensemble des êtres humains. En opposition, vous avez Volluxio, la célèbre déesse du sexe, et ses 3 cultes, la reproduction, le plaisir et le fantasme. Les prêtresses du culte de la reproduction étaient systématiquement enceintes. Les prêtres, quant à eux, ne pouvaient rester dans ces ordres qu'à la condition de mettre enceinte suffisamment de femmes sur un cycle. Leur église était équivalent à une grande maternité, et leurs pratiques et connaissances étaient suffisamment avancées pour réduire drastiquement les risques de mort en couche pour l'enfant ou sa mère. Le culte du plaisir était entièrement basé sur la jouissance. Dès lors, il n'est pas difficile d'imaginer le rôle de leurs prêtres et prêtresses. Leur église était entièrement tournée autour de cette notion, et quiconque s'y rendait était assuré de connaître l'extase. Si on en croit les écrits, il s'agissait d'une des destinations touristiques les plus en vogue parmi les habitants de la plaine centrale et de la ceinture forestière. Enfin, le culte du fantasme était relatif à tout ce qui précédait la jouissance. Cela pouvait comprendre les préliminaires, les notions d'attirance, ainsi que tout ce qui touchait au fantasme et au fétichisme sexuel. Les prêtres et prêtresses de ce culte portaient des aubes sous lesquels ils étaient nus, et ce vêtement en question était taillé de sorte à leur permettre de révéler des éléments de leur anatomie, suivant comment ils se positionnaient. Oui, je rappelle que le pays de Volluxio se situe au cœur de la plaine centrale, une zone tempérée où la nudité est matière à fantasmes. Inutile de préciser à quel point Volluxio est devenue la reine d'internet depuis la révélation. Ça en est à tel point que le premier lien officiel du prix Wiki, quand on tape son nom sur Google, arrive à la page 22. Pour parler du rapport de ces deux dieux, l'un envers l'autre, Elegiamali est un dieu masculin qui a comme particularité de pouvoir changer sa taille et sa maturité, si je puis dire, à sa guise. Sa maturité étant reliée à sa taille. À celle la plus grande, il est un titan avec une immense barbe et un corps trapu. À sa taille la plus petite, il a le corps d'un poupon et peut tenir dans la paume de la main. En temps normal, il a le corps et le visage d'un jeune éphèbe à la vingtaine. Il porte une double lune, un habit d'été traditionnel de la plaine centrale, et ses cheveux, comme ses vêtements, sont dorés. C'est d'ailleurs pour cela que la couleur associée à l'amour chez les primaires est le jaune. Volluxio, quant à elle, est une déesse que l'on peut qualifier de pansexuelle, mais au sens complet du terme, puisqu'elle est capable de changer de sexe à volonté. Elle est nue la plupart du temps, possède de longs cheveux d'argent qu'elle peut transformer à son gré, souvent pour se tisser des vêtements qu'elle utilise pour ne révéler que les parties de son corps qu'elle désire. Et enfin, ses lèvres sont particulièrement rouges, au même titre que son œil gauche, son œil droit, lui, est argenté. Il va de soi que dans la mythologie, les relations entre Elegiamali et Volluxio sont extrêmement mouvementées. Elegiamali, qui, en tant que dieu de l'amour, aime tout le monde, est pourtant devenu fou de Volluxio, sous une forme telle qu'il n'est jamais parvenu à mettre de mots dessus. Il n'a cependant jamais réussi à l'évoquer ou à lui prouver, car elle, de son côté, était entièrement mue par l'idée de jouir avec lui. Pour l'anecdote, l'un des fantasmes les plus connus de Volluxio était d'être pénétré par Elegiamali sous sa forme la plus petite, afin qu'il entre entièrement en elle. Ce genre d'histoire et pas mal d'autres, vous pourrez en retrouver dans la bande dessinée Plan Culte, qui raconte la mythologie de Volluxio de manière humoristique, et la met en parallèle de notre vision contemporaine. Au final, cette déesse représente parfaitement ce qu'est la sexualité primaréenne, un jeu avec la jouissance comme objectif, et dont le but est de faire gagner l'autre. Je tiens à vous rappeler que cet univers, ses histoires, ainsi que tous les éléments que je vous ai montrés, ne sont que pure invention. L'univers de Primae continue de se construire, et vient d'acquérir les bases de sa sexualité. Si ces nouvelles informations vous inspirent, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas que tout ceci n'est que mythos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, voire à activer la cloche pour n'en manquer aucune. N'oubliez pas que c'est grâce à votre participation que cette chaîne peut continuer. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de futures créations.